Par rapport à mon entourage, j'avais vraiment l'impression d'être une ratée. En fait, j'ai un espèce de gros syndrome de l'imposteur, de me dire mais attends, je gagne ce montant-là tous les mois pour un truc que je ne sais pas faire. J'ai bossé mais plus que de raison. J'ai cru que je faisais une crise cardiaque. Je suis pas bien, je m'en vais. Depuis toute petite, j'ai cette petite voix qui me dit un jour tu seras entrepreneuse. J'ai été hyper soutenue. Je suis dans ma raison d'être parce que je m'éclate et j'aide les gens. Osez écouter votre petite voix. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Reconversion, produit par le Studio 29. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Charlotte Desrosiers, fondatrice de la marque Pourquoi pas moi. Elle a plaqué 15 années de direction dans le marketing pour accompagner d'autres personnes à écouter comme elle leur petite voix intérieure. Épanouie et investie dans sa nouvelle vie d'entrepreneur, sa reconversion a été l'une des meilleures décisions de sa vie. Je te laisse découvrir son histoire. Bonjour Charlotte. Bonjour Julien. Je suis ravi de t'accueillir dans le podcast Objectif Reconversion. Comme tu le sais, on va parler de reconversion professionnelle. On va revenir sur ton parcours à toi, puisqu'il y a eu plusieurs étapes. Comme pour tous les invités, on va démarrer par la première question, c'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Alors, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Pourquoi pas moi, qui permet aux personnes d'écouter leur petite voix parce que je me suis rendu compte par ma propre expérience que on a tous une vie, on a le droit d'être heureux et même si ça ne correspond pas forcément à ce qu'on avait imaginé, même s'il faut passer par des peurs, les affronter, mais on a tous le droit, on a tous une place qui nous correspond et donc j'aide les personnes à trouver cette place pour pouvoir être alignés avec qui ils sont et dans l'environnement et trouver du sens dans leur vie. Et là, on parle complètement du sujet de la reconversion professionnelle. On est en plein dedans pour le coup et c'est ce que je voulais pour cette nouvelle saison. Avoir aussi des épisodes plus personnels, en tout cas plus techniques liés à la reconversion. T'as pas toujours fait ça. Non. Tu as eu d'autres activités et d'autres métiers avant. Ce que je te propose, on va revenir quelques années en arrière et comprendre ton parcours scolaire. Donc, quel a été ton parcours scolaire ? Alors, j'ai fait une première ES, terminale ES. Alors, moi, j'ai grandi dans un milieu très privilégié. J'habitais à Neuilly-sur-Seine. Mais du coup, c'est d'ailleurs ce que j'ai vu grâce à mon podcast, c'est que tu peux te dire, OK, génial, elle avait tout. Mais tu as une pression liée à chaque endroit où tu vis. Moi, la pression, c'était de faire ES. J'avais l'impression d'être une ratée. Ouais. Parce qu'il n'y avait que ES ou S dans mon lycée. Okay. Donc ES, il y avait 2 classes de ES, 3 de S. Et donc, par rapport à mon entourage, j'avais vraiment l'impression d'être une ratée. Donc vraiment ce truc de besoin de montrer de quoi je suis capable. Terminale, j'ai la mononucléose, aucune confiance en moi. Donc je me dis, je vais faire une école après-bac. Je ne vais pas me lancer dans une prépa comme tous mes copains, comme mon frère. Je me dis, OK, je fais une école après-bac. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire ? Alors, à ce moment-là, j'ai mon parcours professionnel qui est hyper clair dans ma tête. Je me dis, je veux faire une école de commerce. Ce qui est rare. Ouais, carrément. Mais tu vas avoir la petite blague, c'est que c'est hyper clair. Je me dis, je veux faire une école de commerce comme ça, j'apprends les bases du business. Et après, je vais me spécialiser en art parce que je suis hyper créative, tout ça. Entretien dans les écoles de commerce. Votre projet n'est pas assez clair, vous êtes refusé. Ok, tu as 17 ans, tu sors ça. Enfin, je suis désolée, oui, ça me semble être assez clair. Ça me paraît être assez clair, mais ça sortait des cases. Ouais. On voulait entendre, je veux faire du marketing, je veux faire de la finance, voilà. Donc, deuxième entretien, deuxième école. Qu'est-ce que je veux faire ? Du marketing, évidemment. Ouais. Quelle question, voyons. Donc, je suis prise, je fais une école de commerce en 4 ans. Okay. Je fais une spécialité gestion de PME parce que depuis toute petite, j'ai cette petite voix qui me dit un jour tu seras entrepreneuse. Je ne sais pas en quoi, mais je sais qu'un jour j'aurai ma boîte. Tu avais des gens dans ton entourage ? Mon papa. Ton papa. Ouais, mon papa qui était entrepreneur, qui a monté sa boîte quand j'avais 3-4 ans. Et je me suis toujours dit un jour ça sera moi. Et j'avais commencé déjà, tu vois, parce que lui il est architecte d'intérieur et décorateur. Je me suis posé la question en me disant son métier, j'adore ça, tout ça. Mais je me suis dit... OK, il y a beaucoup d'agressivité, il y a c'est du management dans le dur quand même quand tu fais ce métier-là. Et je me suis dit, par rapport à ma personnalité, je déteste le conflit, c'est pas pour moi. Donc j'avais déjà commencé à me dire, OK, qui suis-je et où est-ce que j'ai envie d'aller ? Je fais mon école de commerce. À la fin, je suis prise en stage de marketing. Et là, tu sais, tu rentres dans les codes de la société. Tu oublies ce truc où tu t'étais dit un jour, je ferai une école d'art parce que tu te dis, j'ai un CDI en marketing dans un univers sympa, post-école de commerce. Tu le prends en fait. Et t'aimais bien le marketing à ce moment-là ? Ouais. En fait, ce que j'aimais, c'est que c'était hyper créatif.
En vrai, j'ai toujours aimé le marketing parce que c'est hyper créatif, tu as de la stratégie. Ce que j'aime dans le marketing aussi, c'est que tu as le côté de l'attention aux gens, de se dire pas comment je vais les toucher avec un message pour leur vendre un truc, mais comment je vais créer une belle expérience pour faire en sorte de leur apprendre des choses. Ok. Et d'ailleurs, dans tout mon parcours pro, j'ai commencé dans les listes de mariage. Ok. Voilà, donc du coup, dans mes newsletters, on parlait comment choisir son bouquet, son traiteur. Voilà, donc on était très dans l'orientation conseil. Ok. J'ai fait beaucoup d'événementiels. Et puis au bout en fait, j'ai fait mon stage de fin d'études et j'ai eu l'opportunité d'avoir un CDI. Et ma boss, qui était la directrice marketing, est partie en congé mat. Ça faisait peut-être 4 mois que j'étais en CDI. Elle est partie du jour au lendemain, au bout de 2 mois de grossesse. Ok. Donc je me suis retrouvée avec les clés de la maison. J'étais un piou-piou, hein. J'avais 21 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai adoré. Enfin, j'ai adoré avoir ces responsabilités. Enfin, je me sentais vraiment... Tu t'es sentie à l'aise tout de suite. Ouais, j'étais hyper à l'aise. Bon, j'avais peur et tout, mais vraiment, c'était top. Sauf que bon, à un moment donné, quand tu gagnes 1300 € net par mois et que tu bosses tous les week-ends, enfin, j'avais pas les moyens de me prendre un appart, en fait. Donc, à un moment, tu dis, bon, ok, mon père à l'époque m'avait dit, écoute, Charlotte, il y a 3 choses. Il y a l'ambiance, la mission, l'argent. Si tu as 2 des 3, tu restes. Sinon, si tu as 0 ou juste 1, tu t'en vas. C'est un beau dicton. Ouais, du coup, l'ambiance, c'était pas top. Et puis, les sous, j'en parle pas. Donc, du coup, je suis partie. Et là, au bout de 6 mois, j'étais chef de produit dans une boîte beaucoup plus grosse. Donc, j'avais accepté de rétrograder, entre guillemets, en me disant, c'est pas grave, je vais apprendre et tout. Sauf que là, si tu veux, je me suis retrouvée d'un budget à plusieurs millions d'euros ou à un truc où tu dois faire valider une bannière web à 300 € par ton N+2. Ouais. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Enfin... Ça a été quoi le problème? C'est que tu t'es sentie très limitée à ce moment-là? En fait, dès que je voulais prendre Bon, j'avais l'habitude de prendre des initiatives, mais en fait, tout était fait pour que je ne prenne pas d'initiative et tout était vraiment cadré. Enfin... Donc, je me suis dit, je suis pas bien, je m'en vais. Et à ce moment-là, le père de mes enfants s'était toujours dit qu'il voulait créer une boîte avant ses 30 ans. Les 30 ans approchaient. Okay. Et on s'est dit, c'est hyper rare dans la vie d'un couple d'avoir tous les deux envie de changer de travail. Du coup, on s'est dit, allez, on part vivre à Marseille, parce qu'on avait des copains qui vivaient là-bas, et on se disait, mais leur vie, elle est quand même trop chouette. Dès qu'on rentrait le dimanche soir de week-end avec eux, on se disait, mais pourquoi? C'est pas le même cadre. C'est ça, et pourtant, on avait un appart qui était cool, mais bon, tu vois, on s'est dit, on veut changer d'air. T'étais maman à ce moment-là ou pas encore? Non, j'étais pas maman. Okay. Et donc, on s'est dit, allez, parce que bon, c'est quand même un risque. Hein. T'as ton conjoint qui quitte son job pour monter sa boîte. Toi, tu changes de job. Et d'ailleurs, j'ai trouvé avant de décider de déménager, j'avais trouvé un job de responsable marketing. Et au bout de 1 mois et demi, ils m'ont dit, le poste qu'on a créé pour vous, parce que j'avais fait des candidatures spontanées, et ben on le supprime. Wow, super. Donc là, tu te retrouves avec 2 chômeurs à la maison. Donc là, tu te dis heureusement que tu n'as pas d'enfant. Et changement d'environnement aussi. Et changement d'environnement. Enfin, du coup, je vois toujours le positif partout. C'était au mois de juillet. Mieux vaut être au chômage à Marseille au mois de juillet qu'en décembre. C'est sûr. C'est en plus première année à Marseille. Tu as tous les copains qui viennent et tout. Et donc là, j'ai envoyé un nombre de CV incroyable, mais parce que trouver un job en marketing à Marseille, compliqué. C'est pas facile. Donc, j'ai trouvé une candidature spontanée. C'était via Small World. J'avais trouvé le contact d'une boîte qui je trouvais sympa. Je l'ai contacté sur Small World, un vieux réseau social. Ouais. Et il m'a dit, je vous reçois, vous êtes dispo tout à l'heure? Non, je crois que j'avais fait une relance téléphonique en disant, j'ai appelé, j'ai envoyé un mail. Attendez, je vous le passe. Ok. Je pitch mon truc. Il me dit, vous êtes dispo dans 2 heures? Je prends une douche, j'arrive et j'ai commencé la semaine d'après. Ok, super. En fait, j'ai créé l'opportunité. En fait, ils se sont dit, oui, en effet, on n'a pas de service marketing. Ça serait hyper intéressant. C'est parti. Ouais, c'est toi qui as créé, en fait. J'ai créé l'opportunité. Qui a provoqué Exactement. le fait de... Ok. C'est ça. Il n'y avait pas de poste. Et du coup, comme quoi, il faut vraiment provoquer son destin, sa chance, de se dire que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'offre dans telle boîte, c'est pas parce qu'il n'y a jamais eu de responsable marketing ou quoi dans telle boîte que demain, c'est pas possible, quoi. Ce que je trouve
souvent dommage dans le marketing, c'est qu'on a du mal à le définir en fait, parce qu'il est un peu mélangé dans plein de choses, Ouais. que ce soit la communication, que ce soit le marketing. Voilà, c'était les deux. Pour le coup, Ouais, là, à cette époque, je m'occupais du site web, je me suis occupée de tout le rebranding de la marque, je me suis occupée des plaquettes, j'ai même fait, par exemple, je suis arrivée, c'est une vieille boîte qui avait peut-être 20 ans, et je me suis rendu compte c'était la vente, c'est l'ancêtre de Deliveroo, en gros. Et c'était les premiers en France, et je me suis rendu compte qu'ils ne collectaient pas les adresses email au téléphone. Voilà, donc si tu veux, on était en mode... tu partais de zéro, de zéro. Sauf qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que la boîte commençait à couler, que je me retrouvais à coder moi-même en HTML mes newsletters, parce que je n'avais pas de logiciel pour ça. Et si tu veux, à un moment donné, tu dis, en marketing, j'ai appris beaucoup, mais si tu as zéro moyen... Tu fais pas de miracle. Tu fais pas de miracle, et puis à un moment, tu t'épuises, Et à ce moment-là, mon ex-mari avait monté son entreprise, et donc il était à l'époque le futur père de mes enfants et mon futur mari. Et je m'étais toujours dit que je voulais entreprendre. Et je lui ai dit, mais en fait, je pourrais rejoindre ta boîte, parce qu'ils avaient un office manager qui venait de partir, il n'y avait jamais eu de marketing. C'était dans quel domaine ? C'était dans le logiciel. Ok. Et donc du coup, j'ai créé mon poste, entre guillemets, en disant, je m'occupe au début, office manager. Pour faire simple, je faisais tout sauf développer les logiciels, les vendre, voilà, et le ménage. Mais sinon, le reste, couteau suisse complet. C'est ça. Mais c'était top parce que du coup, j'ai appris les coulisses à 100% d'une boîte. C'était vraiment une super expérience. Et puis, être femme d'entrepreneur, ça aide. Enfin, moi, j'étais déjà fille d'entrepreneur, mais être femme d'entrepreneur, ça fait que quand ton mari il rentre le soir et qu'il fait la gueule, tu sais ce qui se passe dans sa vie. Et je trouve que ça aide vraiment à comprendre l'autre et à enlever des tensions. De toute façon, c'est un binôme, obligatoirement. Ça. Exactement. Donc, du coup, je rejoins la boîte. J'ai mes 2 enfants dans l'enceinte de cette boîte. Okay. La boîte grossit. Du coup, je lâche l'office management. Je fais que du marketing. Et j'ai une équipe. Vraiment, je m'éclate. Jusqu'à un jour où... donc là, à ce moment-là, donc, j'habite Marseille, toujours. Donc, j'ai mes 2 enfants qui ont 1 an et demi et 4 ans. Et tout petit. On n'a aucune famille à Marseille, donc on n'a pas d'aide. Ouais. Et le père de mes enfants passe 4 jours par semaine à Paris. En gros, c'est ça le tableau. Ok. Et là, je me fais chasser pour un poste de directrice marketing monde chez un autre éditeur de logiciels basé à Paris. Okay. Voilà, du coup, je me dis, qu'est-ce que je fais ? Mine de rien, c'était quand même... je quittais la boîte, mais je quittais aussi c'est la boîte du père de mes enfants, c'était quitter Marseille, Et à ce moment-là, on s'est dit, c'est un bon move de partir maintenant de Marseille parce que lui, passer sa vie à Paris et pour le développement de sa boîte, c'était quand même beaucoup mieux. Et puis, pour moi, c'était une opportunité de boulot incroyable. Et au niveau perso, d'avoir le soutien... moi, j'étais contente que mes parents puissent voir leurs petits-enfants, que mes enfants connaissent leurs arrière-grands-parents. Donc tout ça, parce que mine de rien, Marseille, c'est génial, mais c'est quand même très loin de quand tu es parisienne et que ta famille... Familialement, tu étais coupée du reste de ta famille. Okay. Exactement. Donc, du coup, on déménage retour à Paris. Là, mon corps commence à me parler très fort parce que on vend la maison où on avait emménagé 2 ans avant. On vend la maison, on doit trouver un appart à Paris à louer. Toute la logistique, plus finir évidemment mon job ceinture-bretelle parce que c'était déjà de base, je suis toujours partie ceinture-bretelle, mais là, bon, il y avait la combi avec. Évidemment, on m'a demandé de commencer à bosser tout de suite. Commencer en tout cas des missions. Je faisais des entretiens de recrutement, mais aucun sens. Et moi, évidemment, à cette époque-là, je disais oui. Maintenant, j'ai appris à dire non. Et est-ce que là, justement, parce que t'es maman, est-ce que la maternité change quelque chose à ce moment-là, ou en tout cas dans ta manière de fonctionner, dans ta manière de réfléchir ? On le voit familialement, parce que c'est tes enfants, mine de rien, qui te poussent en te disant j'ai envie qu'ils passent du temps avec mes parents, etc. Professionnellement, est-ce que ça a un impact ou pas du tout ? Non, en fait, professionnellement, là, je sens que j'ai une espèce de... Ce truc de... j'ai fait ES, j'étais une ratée. Ce truc d'espèce de
ouais, j'ai une opportunité, je vais être directrice marketing monde, quoi. Ça va être un truc de fou, ça va être un job international, je vais avoir une grosse équipe, enfin, je vais avoir des gros moyens, tu vois, le Tu te truc. fixais ça quand tu t'as démarré dans le marketing? Tu t'es dit, j'aimerais bien aller jusqu'à ce niveau-là, justement? Non, j'avais Non? pas vrai. Enfin, directrice marketing, oui, ça c'est sûr. Si on Ouais. me posait là-dessus, on me pose la petite question de tu te vois où dans 5 ans. Ouais, à Euh, l'époque, ouais. di- Qui était la question qui pouvait être posée c'est par ça, beaucoup d'employeurs, d'ailleurs. exactement. Donc, directrice marketing, oui. Monde, non, pas Non. nécessairement parce que là, à ce moment-là, c'était grisant ce truc de voyager à travers le monde. Ouais. Mais foncièrement, c'est pas moi en fait. Enfin, moi, j'aime voir mes enfants tous les jours. Enfin, je suis contente de l'avoir fait. Mais bon, je l'ai fait de façon tellement intense que j'ai fait, tu vois, un marathon en mode, enfin, oui, un marathon en mode sprint. Ouais. Tellement, enfin, j'ai bossé, mais plus que de raison. Et puis avec une pression. Et j'écoutais pas du tout mon corps. J'écoutais pas mes besoins. C'était quoi les signaux que tu avais? Qu'est-ce que... J'étais irascible, j'étais exténuée. Donc en fait, c'était à la fois physique parce que j'avais des douleurs physiques, mais aussi comportementales vis-à-vis de mon entourage ou même vis-à-vis de mes équipes. En fait, j'étais en tension permanente. Ok. Et je me suis dit, j'ai deux solutions. Soit au bout d'un an, un an et demi dans cette boîte, je me suis dit, soit je fais un burn-out, Hmm. soit je m'en vais. Et comme j'étais toujours dans le logiciel où c'était très en vue à ce moment-là. Enfin, là, depuis le Covid, ça a un peu baissé tout cet univers, mais à l'époque, c'était vraiment une énorme bulle. Hmm. Et donc, j'étais chassée hyper régulièrement. Donc, je commence un nouveau job. Ok. Là, je veille bien, tu vois, avec qui je vais travailler. Enfin, je fais un peu plus attention, tu vois, que je passe. Enfin, finalement, je leur fais passer un entretien de recrutement à eux aussi. C'est toi qui poses tes conditions d'une certaine C'est ça, manière. complètement. Et Ouais. d'ailleurs, tu vois, je leur ai dit, écoutez-moi, j'ai fait ma négo de salaire. Ça a l'air très, 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 très confortable. Et puis à la fin, donc j'ai réussi à négocier le salaire que je voulais. Et puis après, je dis, au fait, je t'ai pas dit, mais moi, je travaille pas une demi-journée par semaine. Et il m'a regardé genre, mais du coup, pas à ce salaire-là. Si, ah, si, si. Mais bon, à cette époque-là, enfin, si tu veux, je fais partie des personnes où j'ai une grande confiance en moi parfois et aucune confiance en moi sur d'autres sujets. Et à ce moment-là, j'étais convaincue que j'allais pouvoir lui apporter énormément et que pour mon équilibre, pour mon bien-être personnel et pour que je puisse bien faire ma mission, j'avais besoin de cette petite bulle dans la semaine pour penser à moi et... Ouais, tu commençais à avoir un vrai recul sur toi Exactement, professionnellement et ouais, tes besoins. exactement. Sauf qu'au bout de, allez, même pas 6 mois, je dors plus. Ok. Et là, en fait, j'ai un espèce de gros syndrome de l'imposteur. Mais pas le syndrome de l'imposteur dont on a tendance un peu à Hmm. parler dans le développement personnel. C'est que là, je me dis, on me paye pour être experte en SEO et SIA. Même si j'avais une équipe, mais on me demandait quand même une expertise là-dessus que je n'avais absolument pas. Et là où j'étais vraiment experte de création de communauté, créer du contenu, apporter des conseils, enfin créer une vraie marque et compagnie, tout ça, on ne m'attendait pas là-dessus. Et donc, du coup, j'avais l'impression de me dire, mais attends, je gagne ce montant-là tous les mois pour un truc que je ne sais pas faire. Et en plus, qui ne m'intéresse pas, parce que mais tu peux dire, je ne sais pas faire, je peux apprendre, mais moi, c'était pas le truc qui m'animait, c'est pas pour ça que je me levais le matin. Ok. D'ailleurs, c'est pour ça que du coup, je ne dormais plus. Ouais. Et je suis rechassée, donc je change de boîte. Et là, pareil, je me dis, OK, je fais passer un entretien de recrutement aux gens. Je me dis, OK, à ce moment-là, je continue sur ma demi-journée par semaine off, ou d'ailleurs, tu vois, je mets le vendredi après-midi. Comme ça, c'est pas le mercredi où t'es taxi maman. Enfin, c'est vraiment le truc où tu vas Donc te tu as faire... profité pour Ouais, toi. tu profites pour toi, tu débordes parfois un peu le boulot, mais en tout cas, c'est ta petite bulle, quoi. Je me dis, j'ai écouté, je travaille plus le soir, sauf en cas de charrette. Enfin, voilà, vraiment, je mets un cadre. Ok. Au bout d'un un an, le cadre, il part complètement en vrille, hein. Et comment tu vis tous ces changements? Parce que tu changes, tu fais Beaucoup. Ah beaucoup bah et oui, très beaucoup. Ouais, régulièrement. c'est Comment tu épuisant. le vis? Parce que tu es obligé de te réadapter à un nouvel C'est épuisant. environnement, rencontrer de Ouais. nouvelles personnes. C'est épuisant, surtout qu'en plus, à chaque fois, c'est des gros postes avec beaucoup de responsabilités, que j'arrive dans des écosystèmes, on va dire, un peu hostiles, dans le sens où à chaque fois, il n'y avait pas eu de directrice marketing ou directeur marketing depuis un certain temps ou qu'il n'y en avait jamais eu. Ok. Donc, tu arrives, tu mets un boss dans une équipe. Bah, les équipes, ils n'aiment pas trop, surtout qu'en plus, moi, je suis assez organisée, assez cadrée. Et parce qu'en fait, ce que j'aime bien faire, c'est on a les bonnes pratiques, on les suit. Donc, le cadre, et après, on laisse aller notre créativité autour de tout ça. Ouais. Mais sauf que, bon, bah, quand tu arrives dans une boîte, qu'on ne collecte pas les adresses email, qu'on n'envoie pas de newsletter et compagnie, On part de loin. on part de loin. Donc, tu es obligé de cadrer, de mettre un cadre. Et par contre, et du coup, bah, forcément, ça... Et puis, moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'idées.
Donc, j'ai plein de projets et forcément, ça empiète parfois sur certains autres services et les gens, parfois, il y a leur ego qui fait «Ah, mais j'aurais dû y penser» ou Ouais. voilà, donc ça crée des tensions. Donc, du coup, je me suis pris des trucs, enfin, j'ai connu les poignards en face, dans le dos. Et puis après, avec du recul, moi, je sais que j'étais en mission. Si j'étais en mission commando, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, mais en fait, t'es un rouleau compresseur et quand tu secoues le sapin, forcément, à un moment donné, il y a des aiguilles qui tombent. Alors, on avait des résultats de dingue, Mm. mais à quel prix? Ouais. Et quelle analyse tu fais maintenant, quelques années plus tard, et avec un peu de recul, où tu es maintenant apaisé sur Ouais, ce plan-là? Comment tu le vis justement, et quel regard tu as ouais. sur cette période-là? En fait, j'ai découvert un truc qui s'appelle le triangle de Karpman. L'idée, c'est ça s'appelle le triangle dramatique, où tu passes quand tu es dans ce triangle, tu as t'as trois postures. Tu as la posture de la victime, où tu te dis, mais ils se rendent pas compte comme je travaille, enfin vraiment, enfin, Mm. tu vois, tu te victimises en disant, mais tout ce que je fais pour eux, tu as vu comment ils sont pas reconnaissants et tout. Après, tu as la posture du sauveur, parce que justement, tu te dis, mais je vais les sauver, ils sont tellement dans la merde. Ouais. Du coup, c'est pour ça que tu te surinvestis, parce que tu as vraiment ce truc de te dire, oh, c'est ma mission de les sauver. Et sauf qu'en fait, quand tu es dans ce triangle, tu as la dernière facette qui est le persécuteur. Donc, potentiellement, tu persécutes tes équipes parce que du coup, tu leur décharges ta pression. Et puis, tu te persécutes toi-même en t'imposant des trucs qui sont juste incroyables. Et moi, la raison, enfin, clairement, hein, quand j'ai découvert ce truc-là, je me suis dit, ok, je suis en effet dans les trois. Donc, ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu comprends ça, tu prends du recul et tu dis, ok, si j'en sors, je sors des trois facettes. Et pourquoi j'étais dans ce triangle de Karpman? C'est parce qu'en fait, je ne m'aimais pas. J'étais pas fière de moi, je savais pas qui j'étais. Parce que, en fait, le truc, c'est que quand tu te connais pas, tu peux pas t'aimer, hein. Enfin, tu vois plus ta zone d'ombre que ta zone de lumière. Et même la zone de lumière, parfois, elle te fait peur parce que souvent, tu sais, on parle tout le temps de la peur de l'échec. Ouais. La plus grande peur, c'est pas la peur de l'échec, c'est la peur de la réussite. Ouais, c'est l'inverse. Ok. Et ça, c'est un truc, moi, j'avais clairement, jusqu'à il y a pas longtemps, j'avais peur de réussir. Je m'auto-sabotais la figure pour ne pas réussir comme je devais réussir certains projets. Et ça, tu le comprends toi toute seule, ou tu as besoin d'être aidé, accompagné, par rapport à tout ça, justement, Mm. pour externaliser Non, et avoir une vision externe de la ouais. situation? Non, je me suis pas réveillée un matin en me disant Ouais. c'est ça. Alors, je me suis fait accompagner par une coach, par une psychiatre. Après, j'ai été suivie par une psychologue, mais justement, on m'avait dit, écoute, après mon dernier job, pendant mon dernier job, j'ai fait un burn-out. Et tout le monde m'avait dit, tu sais pas ce que tu veux faire après ton burn-out, fais un bilan de compétences traditionnel. Sauf que, bon, à l'époque, j'avais pas la conscience de pourquoi ça me parlait pas, mais je me suis dit, mais moi, ce que je veux, c'est un job où tous les lundis matins, je vais être contente d'aller bosser. Et le marketing, bon, je savais que j'avais les compétences, mais en fait, ça m'avait amené au burn-out. Il n'y avait pas que ça, mais en tout cas, ça avait contribué à tout ça. Et donc, je me suis dit, comment on fait pour être content de se lever tous les matins? Donc là, il n'y avait pas eu de conscientisation. Un jour, je suis face à un feu de cheminée et je me dis, donc là, je suis au chômage, je me dis, je vais aller à la rencontre de ces personnes qui ont osé écouter leur petite voix et qui sont heureuses aujourd'hui. Et du coup, je vais créer un podcast qui va s'appeler Pourquoi pas moi? Ok. Et sachant que bon, j'avais fait 15 années de marketing, des brainstorming sur des marques, j'en avais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais là, c'est sorti, tu sais, je regarde mon feu de cheminée et ça sort comme ça. Enfin, le truc au plus profond de mon inconscient. Donc, je pars à la rencontre je lance le podcast en janvier 2020, donc qui existe toujours. Et enfin, c'est une aventure géniale. Bon, parce que voilà, Que je je pense connais que un peu tu maintenant. connais un peu maintenant et tu vois le kiff que c'est. Ouais, ouais, c'est clair. Et en rencontrant toutes ces personnes lors des interviews, déjà, je me rends compte que j'adore interviewer des gens, que je me sens vraiment à ma place de leur donner la parole, de les mettre en lumière. Et je me dis, mais on fait comment pour être comme eux, en fait? Hmm. En parallèle, il y a une maison d'édition qui me contacte pour écrire un livre sur la reconversion professionnelle qui s'appelle « Et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail ?» Et donc, j'écris le livre et je me dis comment on fait pour aider encore plus. Et c'est là où je cherche des programmes et compagnie, mais il y a rien qui me parle. Donc, du coup, je commence à faire énormément de recherches moi-même à travers des livres de développement personnel. J'ai une bibliothèque qui est immense. Je fais des programmes de psychologie positive, j'écoute des podcasts. Enfin, vraiment, je cherche sur le web, je cherche à l'étranger. Enfin, et c'est là où je découvre que
Alors, j'avais entendu parler de l'ikigai, j'avais entendu parler dans l'entreprise du cercle d'or, du Golden Circle de Simon Sinek, qui dit que tu dois partir de ton pourquoi pour aller voir ton comment et ton quoi. Et je me suis dit, mais finalement, j'entends parler de mission de vie, de raison d'être. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sens au travail, mais à l'époque, on n'en parlait pas plus que ça, il y a 3-4 ans. Et je me suis dit, ok, l'ikigai, c'est génial, littéralement la raison d'être en japonais. Mais sauf qu'on te dit, bon, c'est la croisée entre ta mission, ta vision. Mais c'est quoi ma mission? C'est quoi ma vocation? Moi, j'en sais rien, en fait. Et donc, j'ai lu des bouquins spécialisés sur l'ikigai, mais à la fin du bouquin, j'étais toujours pas capable de dire le truc. J'avais pas la réponse parce que j'étais pas capable de voir les réponses. Et du coup, j'ai créé ma propre méthodologie où j'aide les gens, du coup, à se réouvrir, à pouvoir être capable d'écouter cette fameuse petite voix qui trotte dans notre tête. Et donc, de pouvoir être dans un état où tu es capable de regarder, de remettre ta vie en mouvement, de régénérer tes neurones. Parce que, en fait, c'est un truc que je ne savais pas, c'est que tu peux te cramer des neurones, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les régénérer. Donc ça, c'est cool. Une bonne nouvelle. C'est ça. Et pour moi, c'était hyper important j'ai un frère qui est ingénieur, donc le côté cartésien, tout ça, d'apporter des preuves scientifiques à tout ce que je raconte. Okay. Donc, à chaque fois, dans tous mes chapitres, il y a une preuve scientifique, des exemples issus de ma propre vie ou de celle de mes invités, parce que tu as la théorie, mais l'idée, c'est de montrer, regarde, ça marche vraiment. Et je trouve que le côté preuve par l'exemple, il n'y a quand même rien de mieux. Et puis, des exercices pratiques pour que les gens puissent se mettre en mouvement. Et donc, l'idée, c'est de dire, on a tous, en effet, une raison d'être, on a tous quelque chose qui nous apporte du sens dans notre vie. Et en fait, je le conceptualise via une spirale, parce que j'aime la notion de spirale d'or, parce que ça garde le nombre d'or, et puis c'est mon petit côté, j'aime les paillettes, on peut le dire aussi. Et l'idée, c'est de partir de cette spirale, de garder le côté infini de croissance, parce que quand tu es dans le Golden Circle, tu es dans ta petite roue de hamster où tu tournes en rond. Ouais. Et du coup, de partir de ton pourquoi, c'est quoi la raison pour laquelle tu as envie de te lever le matin, c'est quoi le truc où tu te sens bien, en fait, de le faire. Donc ça, ce qui est génial avec la raison d'être, c'est que ça va te servir autant à toi parce que tu vas te sentir bien en le faisant et ça va contribuer aux autres. Et je dis souvent, attention, on n'a pas besoin d'être pompier, d'être médecin, d'être dans une association. N'importe quel métier, il peut y avoir du sens. Tu vois, je dis souvent, par exemple, tu vas dans une boutique et là, on te conseille la bonne chose, la bonne tenue qui va par rapport à ta morphologie pour te sentir belle, le coiffeur, enfin... la personne qui va te faire rire. On a tous... mais par contre, dans un métier, il peut y avoir plein de raisons d'être différentes. Tu vois, une illustratrice, elle peut avoir comme raison d'être de partager. Je pense à une personne que j'ai interviewée. Sa raison d'être, c'est de partager sur la maladie. Et du coup, de le faire via... Il y en a une autre, c'est d'apporter du sourire et du côté comique dans tout ça. Donc, chacun a le sens parce que finalement, dans les bilans de compétences traditionnels, on va te dire c'est quoi tes compétences, c'est quoi le métier qui correspond à ça. Mais si tu n'as pas le sens au-dessus par rapport à qui tu es, il y a un moment donné, tu vas te retrouver... Je reviens au même point. Exactement. Même joueur joue encore. Oui, non, mais j'aime bien la notion de cercle et la notion de spirale. La spirale, c'est un truc qui continue, donc j'aime bien l'image, pour le coup, et c'est assez parlant, je trouve. Les images parlent aussi d'elles-mêmes. On va juste faire un zoom, revenir un peu en arrière, parce que tu l'as évoqué très rapidement, mais ça reste un point qui est très important pour beaucoup, malheureusement, dans un changement de vie. On parle souvent du burn-out, qui est utilisé des fois à tort ou à raison. Explique-nous un peu justement cette transition, cette fin de carrière dans le marketing avec cette notion de burn-out, parce que je crois que toi, le changement de vie, il a eu un vrai impact et c'est un vrai changement de vie complet que tu as fait à ce moment-là. Oui, là, parce qu'aujourd'hui, je suis du coup entrepreneuse, je revis à Marseille. Donc oui, non, j'ai changé de vie, je suis divorcée. Bon, ça a eu un gros impact sur ma vie. Donc, le burn-out, il a commencé à me parler. Donc, j'ai commencé à avoir le corps qui me parlait vraiment de plus en plus fort. J'ai cru que je faisais une crise cardiaque. Bon, c'était une crise d'angoisse, mais les symptômes sont très proches au début. Et puis, je commençais à pleurer tous les soirs. Je dormais la nuit, mais j'avais l'impression de ne pas avoir dormi. Tu sais, tu as l'impression qu'on te prend tout ton jus au fur et à mesure. Tu deviens un peu parano. Tu as l'impression que les gens qui t'aiment, ils te veulent du mal. Donc, vraiment, tu as ton état ta personnalité qui se modifie. Tu as aussi dans les symptômes du burn-out, c'est la dépersonnalisation. C'est que tu vas parler de toi ou d'une situation qui te touche énormément avec un détachement qui n'est pas normal. Et bon, j'avais commencé à intensifier le travail de façon vraiment excessive.
Et puis bon, donc j'ai fait cette crise d'angoisse. Je vais voir un médecin qui me dit, écoutez, ralentissez. Et là, je la regarde genre en mode, bah non, en fait, je ralentis pas. Là, c'est pas possible. On est en pleine levée de fonds. Je suis en vacances bientôt, donc j'ai pas besoin en fait. Et puis je fais pas partie de ces gens qui prennent un arrêt maladie. Vous êtes trop mignonne. Donc du coup, j'ai dit, je me suis pas arrêtée. Enfin, je me suis arrêtée quand même je suis partie en vacances comme prévu. Bon, les vacances, j'ai réalisé un de mes rêves pendant ces vacances. Je suis partie au Maroc dans le désert. On a dormi dans le désert avec les enfants. Enfin, magique quoi. Okay. Sauf qu'en fait, j'avais une oppression dans la poitrine qui ne me quittait pas depuis ce malaise. Et je suis rentrée de vacances, j'étais pas limite plus fatiguée, mais je pense que si, en fait, parce que ça tirait. On est début juin, week-end de l'Ascension, début juin 2019, et je me marie avec le père de mes enfants un mois et demi après. Okay. Et là, je regarde la situation en face, je me dis que je suis plus capable de travailler, je suis plus capable d'être une maman, je suis plus capable d'être une fiancée. Enfin bref, j'ai l'impression qu'on m'a mis dans une essoreuse et que j'ai plus de jus. Mais vraiment, on t'a extrait tout ton jus. Et là-dessus, t'as pas d'inquiétude de santé pour le coup, parce que... Ah bah si, parce que mon corps, il me hurle dessus. Si tu veux, dès que je bouge, j'ai la tête qui tourne. T'as pas peur d'être malade ou d'avoir une maladie grave? Non, ou, tu vois, des non, notions pas comme du ça, tout. de dire je vais faire plein d'examens. Non, pas du tout. Je sais que j'en ai eu dans les épisodes ouais. qu'on fait des tonnes d'examens, justement, en se disant j'ai quelque chose de Ouais. grave, c'est sûr. Non, parce que moi, on m'avait déjà dit que j'étais en surmenage. Alors, elle avait pas employé le mot du burn-out. Okay. Mais le truc, c'est que j'étais dans un déni total. En fait, mon corps me hurlait dessus. Vraiment, je bougeais, j'avais la tête qui tournait. Mais à aucun moment, je me suis dit, c'est pas normal. Enfin, j'ai de la phase du déni qui fait partie du burn-out. J'étais mais en plein dedans. Okay. Et le mot burn-out a été mis tout de suite. Donc, il n'y a pas en effet eu ce besoin, parce qu'en effet, moi aussi, j'ai rencontré des personnes où on leur a dit, on fait une batterie d'examens. C'est ça. Après, moi, mes symptômes, ils étaient quand même très courants. Là où tu en as qui vont avoir des problèmes respiratoires. Même si, tu vois, genre 6-8 mois après le burn-out, j'avais des douleurs au ventre, mais un truc, mais vraiment, horrible. Mais tu parlais par exemple de quasiment comme des symptômes d'AVC, etc. Oui. Et t'en as beaucoup qui disent ils ont des problèmes cardiaques. Enfin bref. Oui, après, justement, je suis quand même allée voir le médecin direct. Il m'a dit votre cœur va bien. Ouais. Donc, pour enlever ça. Oui, quand même, je me suis dit bon, je vais quand même. Et comment justement t'en arrives tu ne veux pas t'arrêter, en tout cas, ça ne fait pas partie de ton vocabulaire de ralentir. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, trop, c'est trop? Je suis plus capable. En fait, je me dis, je suis plus capable de travailler. Je suis plus capable d'être une bonne maman. Je me marie dans 1 mois et demi. Il y a un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Et donc là, je me suis dit, ok, je m'arrête, mais je m'arrête pas 1 semaine, je m'arrête 1 mois. Donc là, je retourne voir le même médecin que j'avais vu en traversant tout Paris, parce que je suis tellement dans le déni de mon état que je me dis... J'accepte ce coup-ci. En fait, 1, je l'accepte, et 2, je vais aller voir elle parce qu'elle va comprendre que j'avais fait mon malaise, et elle va me croire. Tu sais, il y avait vraiment ce truc de se dire, si je vais voir un autre médecin, il va pas me croire que je vais vraiment mal. Ouais, je comprends. Donc, sauf qu'en fait, il suffisait juste d'ouvrir juste les yeux et de voir à quel point j'étais mal, quoi. Ouais, en souffrance physique et mentale. Et donc là, tu vas voir le médecin, tu as arrêté 1 mois. Je suis arrêtée 1 mois, ouais. Comment tu vis ce mois-là? Et est-ce que ce mois-là te sert réellement à quelque chose? Tu vois je dors. Alors là, je vais voir un psychiatre, mais elle me voit, je crois qu'on se voit 1 fois tous les 15 jours, 3 semaines. Donc c'est peut-être tous les mois, mais c'est vraiment... Moi, je m'étais attendue, tu vois, genre toutes les semaines et tout, donc non. Pas de médoc, donc ça, c'est cool, parce que j'avais pas du tout envie de prendre des médicaments. Et là, je dors, je me promène dans Paris, je marche, je fais des kilomètres et des kilomètres. Je lis beaucoup de trucs légers, et puis je prépare un peu mon mariage quand même. Ouais. Mais c'est plus ma récréation, tu vois. Je le vois pas comme une pression, je le vois plus comme un truc où c'est de la créativité, donc ça me plaît. Et puis à l'époque, on avait une nounou à la maison qui gérait les enfants, donc j'ai pu vraiment me reposer, penser. Ouais, c'était une vraie période où tu as pu remonter. Et puis j'ai tout coupé. Ouais, en gros, mon boss, il m'a dit, quand je l'ai appelé, il m'a dit, par contre, je compte sur toi, tu coupes tout. Et vraiment, j'ai tout coupé. J'ai coupé les mails. J'ai pas été du tout dérangée. C'est bien de le dire aussi, c'est que ton boss de l'époque l'a accepté et a joué le jeu, entre guillemets, a compris la situation, ce qui n'est pas toujours le cas, a compris la situation, que tu avais vraiment besoin de couper, et justement, tu as un peu... Après, il y avait quand même eu le signal d'alerte, tu vois, avec la crise d'angoisse, où à l'époque, on n'avait pas dit que c'était une crise d'angoisse, mais en tout cas, un malaise très, très fort. Donc, il y avait déjà eu ce truc-là. Ouais. Et puis, là, je lui ai dit, il voyait bien que je n'étais pas le genre à m'arrêter. Donc, si je m'arrêtais 1 mois, c'est que... Et il a eu les bons mots, parce que, tu vois, il m'a dit, Charlotte, on ne sauve pas des vies, c'est ta santé avant tout.
Donc, vraiment chouette, mais n'empêche qu'à chaque fois que je devais renouveler mon arrêt de travail, je dormais pas 2-3 nuits avant, tellement j'étais angoissée de me dire, s'imagine s'il faut que j'y retourne, quoi. Ouais. Et donc, comment tu arrives justement à la fin de cette période-là que tu renouvelles? Ouais, j'ai renouvelé. J'ai été arrêtée le 1er juin et on a mis la fin de mon contrat de travail fin octobre. Ok. L'été passe, donc tout l'été passe et là je me dis, en fait j'ai 2 petites voix dans ma tête. J'ai la petite voix genre t'as tellement bossé pour avoir ce job, ce salaire, ces responsabilités, cette place dans la société. Et à côté de ça, j'ai une autre petite voix qui est beaucoup plus saine qui me dit mais Charlotte, non t'y retourneras jamais, hein. Et du coup une espèce de petite bataille tu vois dans ma tête. Et puis à un moment je me suis dit non mais il faut s'écouter. En fait, on venait de faire une levée de fonds. C'était déjà hyper tendu avant. Là, c'était encore pire après. Donc, je me suis dit... et puis, j'avais encore ce petit côté bon soldat de me dire, OK, si j'y retourne, je sais que je vais pas tenir. Donc, ça sert à rien que je leur fasse du mal aussi, tu vois. Et quelle est la vision autour de toi, l'entourage, par rapport à justement ce moment qui est le carrefour finalement qui va déclencher ce changement de vie? Comment vit l'entourage? On a vu que tes parents étaient présents au début. Tout le monde a été très présent. Ouais. Vraiment, pour le coup, j'ai été hyper soutenue. En mode, j'allais tellement mal qu'ils m'aimaient tous pour me dire non mais là Charlotte tu ralentis et on verra bien ce que tu fais. Et d'ailleurs mon ex-mari m'avait dit un soir, et d'ailleurs c'était un élément déclencheur qui a fait que je me suis arrêtée. Il m'avait dit Charlotte, si tu ne gagnes pas d'argent, on arrivera toujours à s'en sortir. Bon, il m'a avoué quand même quelques temps après qu'il m'avait un peu menti. Que ça serait tableau Excel, ça passait pas. Que ça serait quand même pas mal que je gagne des sous. Mais bon, en tout cas, j'avais peut-être besoin de cette petite phrase pour déculpabiliser. Exactement. Parce que cette pression que tu te mets, ouais. Et je crois qu'aujourd'hui, ça a un vrai impact quand même le burn-out, puisque tu as décidé de faire une formation qui est sortie du burn-out pour accompagner les gens. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire spécifiquement cette formation ou cet accompagnement par rapport à ton expérience personnelle? Le truc, c'est que moi, je me suis rendu compte, donc j'ai créé mon programme que j'ai assimilé à un bilan de compétences pour faire en sorte qu'il soit finançable par le CPF. Et via mon bilan de compétences, évidemment, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient fait un burn-out. Mais là où, tu vois, j'ai créé le programme en 2020-2021, j'ai mis du temps. Il y a beaucoup de personnes qui me disaient « Mais Charlotte, tu devrais parler du burn-out, tu devrais plus parler du burn-out et tout. » Mais j'étais pas prête. Et pourquoi j'étais pas prête, mais bon, toujours de l'inconscient, hein, c'est parce que j'avais pas réglé tout ce que j'avais à régler. Parce que j'ai découvert, donc là j'ai créé un nouveau programme qui s'appelle Rebondir après un burn-out. Et dans ce programme, ça va vraiment te permettre de comprendre pourquoi tu as fait un burn-out. Parce que toute la société t'explique que si tu fais un burn-out, ce n'est lié qu'à ton travail. Mais non, ton burn-out n'est pas lié qu'à ton travail. C'est pas qu'il peut être lié, c'est qu'il est toujours lié à des éléments multifactoriels. Donc ça, c'est un truc que j'ai compris via des médecins, via des psychologues que j'ai rencontrés et interviewés sur ce sujet. Et en plus, ce qui est génial, c'est que j'ai choisi des personnes qui sont médecins et psychologues, ou psychologues, qui sont aussi passés par le burn-out. Donc, je trouve que c'est intéressant d'avoir justement cette double casquette dessus. Et donc, via mon programme, j'aide les gens à se connaître, à s'aimer, à se découvrir, à trouver leur zone de lumière et tout. Donc, ça leur permet, et trouver du sens, c'est une clé indispensable pour pouvoir sortir du burn-out. Mais si tu n'as pas compris pourquoi tu as fait un burn-out, si tu ne regardes pas la chose en mode c'est multifactoriel, et puis tu as 7 types de repos. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner les personnes avec un programme main dans la main où on va leur apprendre à se reposer, à bien manger, à bien dormir, à bien se faire de l'activité physique et à les regarder chaque sphère de pourquoi. Donc évidemment, il y a soi, hein, on est... Voilà, on est entre guillemets le premier responsable. Après, il y a souvent le travail, mais aussi pourquoi c'est le travail, parce qu'en fait, on n'a pas écouté, on s'aime pas. Enfin, en tout cas, moi, c'était comme ça pour moi, et il y a beaucoup de gens comme ça. Tu t'aimes pas, donc tu ne te respectes pas, donc tu ne te fais pas respecter, et donc t'écoutes pas tes besoins, tu les connais même pas, tu sais même pas qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te fait pas du bien. Tu te dis, moi, ma mission, c'est de sauver, c'est d'aider les autres, et à aucun moment tu penses à toi. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle l'égoïsme positif, c'est de dire, c'est hyper important de savoir qui tu es, quels sont tes besoins, et du coup, tu les assumes de façon transparente, sereine, là où parfois, tu vas affirmer ton besoin, mais de façon hyper agressive, parce que tu sais qu'il faut, mais tu t'assumes pas trop parce que tu sais pas vraiment pourquoi.
Donc, du coup, d'être serein, de dire, OK, moi, j'ai besoin de ça dans ma vie. Je le partage à mon entourage de façon sereine parce que, en fait, sinon, je n'irai pas bien. Et si je vais pas bien, ils iront pas bien. Et comment aujourd'hui tu le vis justement d'être finalement de l'autre côté de la barrière, de faire profiter de ton expérience, d'avoir mis en place tous ces programmes-là, tant sur le bilan de compétences, où c'est vrai qu'il y a un vrai sujet au niveau du terme bilan de compétences, parce que souvent on arrive à la fin d'un bilan de compétences, bah, on a à peu près nos compétences, mais c'est vrai que c'est le après, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça. Qu'est-ce que ça te... Comment tu le vis? Quelles sont ces émotions par rapport à ça justement? On le voit, tu es radieuse, donc tu es très contente et tu le vis nettement mieux maintenant. Ouais. Mais comment toi, tu te places par rapport à ça, justement? Bah moi, c'est souvent ce que je dis, c'est que moi, je suis dans ma spirale d'or, je suis dans mon pourquoi, c'est d'aider les gens à écouter leur petite voix, tu vois, de réveiller en eux qui ils sont, de leur permettre de s'aimer. Donc, c'est quand même génial quand tu as une personne qui te dit au début du programme, je suis l'ombre de moi-même, je suis dans un brouillard opaque, j'ai plus espoir. Et à la fin, qui te dit, j'ai retrouvé mon élan vital. Parce que du coup, je lui ai mis le mot bilan de compétences parce que bon, on reste en France et il faut des cases, mais c'est beaucoup plus puissant que ça parce que ça va vraiment te permettre de savoir qui tu es. Parce que ce que je dis souvent, c'est comment veux-tu trouver le job dans lequel tu vas t'épanouir si tu ne sais pas qui tu es? Ouais, bien sûr. C'est comme comment prendre soin d'une plante si tu ne sais pas si c'est une plante grasse, si elle a besoin d'eau, pas d'eau. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment savoir qui tu es pour tes besoins. Et puis après, tu vois, j'ai découvert quelle était ma singularité, mes talents. Tu vois, moi, je parle de façon très légère de sujets très profonds, mais c'est ma façon de faire et je me rends compte que ça aide les gens. Donc voilà, c'est mon plaisir. Je suis hyper créative. Donc, ça me permet de créer plein de formats différents. Tu vois, que ça soit sur Instagram, on en parlait hors micro, sur le podcast. Donc, moi, je suis multipotentielle. Et donc, j'ai besoin d'avoir multimétier. Et aujourd'hui, bah, de par justement les formats que tu as envie de développer, etc., tu réemploies aussi ce que tu faisais avant en tant que marketing, de réavoir, au-delà du fait de comprendre pourquoi tu es en train de le faire. C'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu utilises finalement des connaissances et des compétences que tu avais avant, que tu viens de mettre au service. Et aujourd'hui, justement, on parlait de nouveaux formats, on parlait de choses comme ça. Où est-ce que tu as envie d'amener? Est-ce que tu as envie d'amener plus loin? Est-ce qu'il y a des formations que tu as envie de développer, sur lesquelles tu as envie de travailler, justement, pour continuer d'aider et d'accompagner les gens? C'est quelque chose qui m'est demandé depuis longtemps. Et bon, là, il y avait le temps. Ouais, c'est cette petite chose sacrée. Donc là, j'ai lancé, enfin, je l'ai créé, mais je n'ai pas fait un vrai lancement. Je suis plus en mode bêta-test que quand je lance quelque chose. J'aime bien faire du bêta-test sur une première population et puis après, lancer vraiment, entre guillemets, en grande pompe. Ouais. Donc le programme Rebondir après mon burn-out, il n'est pas encore vraiment lancé. Donc voilà. Puis mon problème à moi, c'est que j'aime trop créer. Donc je pourrais passer ma vie à créer sans vendre. Donc bon, à un moment donné, il faut quand même gagner sa vie. Et un programme sur lequel j'ai envie de bosser, c'est pour former Il y a beaucoup de coachs qui me contactent en me disant on aimerait être coach, pourquoi pas moi? Parce que moi, je ne suis pas coach moi-même. Mais du coup, c'est plutôt consultant en bilan de compétences nouvelle génération pour justement avoir cette approche de t'écoutes ton corps, tout est lié en fait. Et donc, j'ai commencé à travailler dessus, mais voilà, c'est dans ma to-do de... Et tu as envie toi-même d'être coach? De franchir ce cap Je m'étais préinscrite à une formation. Et là, peut-être qu'un jour, je ferai une école de formation, de coaching, mais vu tout ce que j'ai lu, je pense que finalement, après, le truc, c'est que moi, ma mission de vie, c'est d'aider le plus grand nombre. Et c'est pas de faire de l'individuel. Et en plus, je suis hyper empathique, donc si tu veux, voilà. Tu vas absorber tout. Je vais tout absorber. Ouais. Donc vraiment, ce truc, je suis hyper contente quand je fais des ateliers collectifs, quand je rencontre les personnes. Mais vraiment, je sens que ma mission, c'est d'aider le plus grand nombre. Donc faire du coaching individuel, c'est pas mon... Puis bon, j'ai un peu le trauma de ma vie d'avant avec un rendez-vous par heure et compagnie. C'est pas pour moi. Tu vois, maintenant, dans mon cadre de vie, je travaille de la maison, d'un café au bord de l'eau, au bord de la mer. Enfin, j'ai besoin de ce truc créatif que je n'aurais pas en étant coach. Aujourd'hui, est-ce que tu estimes avoir trouvé cet équilibre parfait par rapport à toi, justement, et qui tu es et ce que tu as vécu? Alors, en fait, justement, d'où la notion de spirale, hein, c'est que ton environnement, il évolue. Donc, avant, j'étais mariée, j'ai divorcé l'été dernier. Donc, on s'est séparés il y a 2 ans. Donc là, j'ai vécu 1 an de séparation, de divorce. Donc, c'est justement, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que j'ai appris à me connaître, à écouter mes besoins qui peuvent évoluer, du coup, évidemment, qui évoluent à travers le temps et compagnie. Et ce que je dis souvent, c'est que dans la tempête que j'ai vécue avec ma séparation, que je me suis pris vraiment en pleine figure de façon pas vraiment...
élégante et je ne l'avais pas vraiment vu venir. Et ben du coup, si tu veux, mon bateau, il n'a pas chaviré. Oui, ça a tangué. Oui, c'est du coup, j'ai dû retrouver mes bases, retrouver mes marques. Mais mon bateau n'a pas chaviré parce que je sais qui je suis. Ouais. Je sais où je vais. Et je sais que voilà, aujourd'hui, quand je reçois des messages de personnes qui me disent mais en fait, juste le podcast m'a changé la vie. Là, j'ai eu un vocal d'une copine. C'est quand j'ai créé le podcast, je l'ai créé pour moi, pour rencontrer des personnes, mais aussi pour toutes les personnes. À la base, c'était que pour les personnes de mon entourage où je voyais qu'elles prenaient le même chemin que moi. Ok. Et ça me touche vachement là, parce que tu vois, j'ai eu un vocal d'une copine vendredi. C'est une personne dont on faisait le même job dans 2 entreprises différentes. Et elle m'a laissé un vocal en me disant, écoute, ça fait 4 ans quand même que j'ai lancé le podcast. Elle me dit, ça y est, je viens de démissionner. Je vais aller dans une boîte qui a du sens pour moi. Et en fait, c'est grâce à toi, grâce à ton podcast. Et du coup, je voulais te dire que l'impact que ça peut avoir dans la vie des gens. Donc, c'est génial. Ouais, c'est hyper émouvant. Ouais, de toute façon, quand j'ai lancé moi-même le podcast, mon seul objectif, c'était de me dire s'il y a une personne qui est touchée ou intéressée par l'histoire de mon invité et que ça lui permette de franchir le cap justement du changement de vie, de la reconversion. Pour moi, le podcast était réussi. C'est le seul intérêt pour moi de parler de ça. Donc, merci pour ça. J'ai 2 dernières questions. On arrive vers la fin du podcast. La première, mais j'ai déjà la réponse que je vois dans tes yeux. Est-ce que tu estimes que c'est une reconversion réussie aujourd'hui ? Est-ce que tu es fière de là où tu en es et de ce que tu as fait juste là ? Ouais, je suis fière de moi parce qu'en fait, comme j'utilise ce pourquoi je suis bonne, du coup, c'est génial parce que ça rayonne sur les autres et je suis dans ma mission. Donc, à la fois, je m'éclate, je suis dans ma raison d'être parce que je m'éclate et j'aide les gens. Donc, c'est... Ouais, c'est top. Ouais. Et dernière question, justement, pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, si tu avais un conseil, pas de leçon de morale, mais un petit conseil, justement, pour tous ces gens qui sont à ce moment-là, potentiellement, ils ne sont pas en adéquation avec leur métier, leur environnement, leur vie, tout simplement. Quel conseil tu pourrais leur donner ou le petit truc que tu pourrais donner ? Osez écouter votre petite voix. Je pense que ce sera parfait pour conclure cet épisode. Merci beaucoup, Charlotte, avec plaisir, merci pour ton partage d'expérience. Et on mettra toutes les informations pour Pourquoi pas moi et le nouveau programme. Top, merci Julien. À bientôt. C'est la fin de cet épisode d'Objectif Reconversion. J'espère que cet échange avec Charlotte Desrosiers aura nourri tes réflexions et donné l'envie de te lancer. Pour ne pas manquer le prochain épisode, abonne-toi à mon podcast sur tes plateformes préférées. N'hésite pas à liker, commenter et partager sur tes réseaux. On se retrouve très vite avec un nouvel invité. Moi, j'aime toujours répondre aux questions. Je trouve ça super de pouvoir partager son expérience parce que je me dis que mon expérience peut aider des personnes à écouter leur petite voix. Donc, un grand merci pour l'invitation.